Bonsoir à tous, bienvenue dans Ça vous regarde. À la une ce soir, c'est parti pour 4 semaines au moins de reconfinement. Suffisant ou pas pour enrayer l'épidémie, c'est en tout cas l'occasion pour nous de nous interroger ce soir sur les bons élèves du Covid. Quels sont les pays à imiter? Comment la Chine ou encore Taïwan ont réussi à écraser le virus? Un reconfinement nous prévient-il forcément d'une 3e vague? Question au cœur de notre grand débat. Ce soir, notre grand témoin, lui, est un mâle blanc hétérosexuel de plus de 60 ans et il n'a pas du tout l'intention de s'en excuser. Il fustige dans son dernier livre la pensée décoloniale, la pensée antiraciste, l'idéologie du néo-féminisme. Tout cela ferait de l'homme blanc un coupable presque parfait, c'est le titre. Le philosophe Pascal Bruckner est avec nous ce soir. Sans oublier bien sûr le bloc-notes du vendredi, François Durper pour la campagne américaine. On est à 5 jours maintenant de l'élection. Une nouvelle chronique internationale avec Isabelle Lasserre et l'apéro de Camille Saferis avec un député. Ce sera à la fin de cette émission. Voilà pour le programme. #CBR pour réagir. Tout de suite, le grand débat. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Bonsoir, Pascal Bruckner. Bonsoir, Myriam. Merci d'être là. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes très, très remonté dans ce dernier opus, votre dernier livre contre cette idéologie venue de la gauche américaine qui découpe la société en identités blessées et qui imposerait une forme de police de la pensée. Ça s'appelle Un coupable presque parfait chez Grasset, sous-titre La construction du bouc émissaire blanc. On va en parler longuement dans la deuxième partie de cette émission, mais on va s'intéresser d'abord à la pandémie à l'heure du reconfinement français. Pourquoi certains pays s'en sortent mieux que nous? Bonsoir Karine Milsan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, chercheuse au CNRS et spécialiste des systèmes de santé. Vous publiez Healthcare Reform in China. En français, c'est La réforme de la santé chinoise. C'est aux éditions Palgrave Pivot et c'est dans toutes les bonnes librairies numériques. Je ne les citerai pas. Vous les connaissez. Bonsoir Jonathan Freud. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes urgentiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous nous direz pourquoi on fait un peu moins bien ou mieux que d'autres. En tout cas, ce qui se passe dans votre hôpital. Anne Jeunetet, députée En Marche des Français qui vivent en Asie, va nous rejoindre dans un instant. Et bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam. Stéphane Blakowski qui ouvre le bal de ce premier débat avec son billet d'actu. Si j'ai bien compris, tout de suite. Stéphane, analyse comparative des bons et des mauvais élèves du Covid ce soir. Le benchmarking, comme on dit en anglais. Alors, si j'ai bien compris, Myriam, voilà, il y a maintenant presque 1 an que la pandémie de Covid a commencé, et donc on a le recul nécessaire pour comparer les méthodes appliquées selon les pays, et donc savoir quelle est la méthode la plus efficace pour lutter contre le virus. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, on peut savoir. Alors quelle est la meilleure méthode? Alors hélas Myriam, est-ce que c'est une bonne nouvelle? J'en suis pas sûr, parce qu'il s'avère que apparemment, la méthode la plus efficace, c'est la méthode dite autoritaire. Il faut frapper vite, fort et sur une large échelle. Et donc l'exemple pour ça, le champion de la lutte contre le Covid, c'est le Vietnam. Vous voyez, les Échos au mois d'octobre s'étonnaient sur le fait qu'il y a eu très peu de morts au Vietnam et qu'en plus, la croissance économique se poursuit dans ce pays. Alors, le Vietnam, encore quelques chiffres, c'est 96 millions d'habitants. Au fin octobre, ils ont eu, on l'a compté, 35 morts, donc un taux de décès de 0,04 sur 100 000, alors qu'en France, on est plutôt à 50 pour 100 000. Alors, quelle est cette méthode vietnamienne? Bon, alors déjà, le truc, c'est que le Vietnam a réagi rapidement, peut-être parce qu'ils avaient eu l'expérience du SRAS en 2003. Donc, quand on parle, ils ont créé un conseil scientifique, par exemple, le 30 janvier. Nous, on a attendu le 11 mars. Ils ont fermé les frontières 1er février. Nous, on a attendu fermer Schengen le 17 mars. Et puis, alors surtout, ils ont frappé fort, d'où le côté méthode autoritaire. C'est-à-dire que toute personne qui est contaminée au Vietnam, elle est enfermée, non pas chez elle, mais dans un hôpital avec interdiction de sortir tant qu'on n'est pas négatif. Tous les cas contacts de cette personne sont eux aussi isolés, non pas chez eux, mais dans des locaux, parfois même des camps militaires, donc on peut être parfois 4 par chambre, on mange à la cantine comme tout le monde. Et puis bien sûr, il y a le côté répression, puisque le port du masque en public est obligatoire, et que ça ne rigole pas. J'ai lu dans la presse qu'un Vietnamien qui avait contesté un peu trop fort le port du masque avait été condamné à 9 mois de prison. Donc ça veut dire que les régimes autoritaires sont mieux armés que nous, on peut dire ça? Alors c'est ce qu'on pourrait se dire, notamment quand on voit comment la Chine apparemment a réussi à stopper le virus, à Wuhan, la
vie a repris. Mais il se trouve qu'en fait, des démocraties n'ont pas hésité, elles non plus, à mettre en œuvre des mesures qu'on peut quand même juger assez autoritaires. C'est par exemple le cas de l'Australie qui, vous savez, a imposé dans certaines régions un confinement de 3 mois. Il y a des drones qui circulent pour surveiller la population. Il peut y avoir des visites de la police chez vous pour vérifier que vous êtes bien en quarantaine. Ils n'ont même pas besoin de mandat. Et puis, alors, ce que vous avez pu dire depuis tout à l'heure et que je gardais pour la fin, le meilleur, c'est qu'il y a aussi là une politique de répression assez forte. Vous voyez, on avait parlé de cette femme qui était enceinte, qui avait contesté le confinement sur Facebook et qui a été arrêtée par la police. Mais comment réagissent les populations alors? Est-ce qu'elles se rebellent? Ben non, pas forcément. Les populations ne se rebellent pas forcément. Enfin, en tout cas, par exemple, la Nouvelle-Zélande a aussi mis en place des politiques assez sévères sur le confinement, le contrôle, tout ça. Et puis, comme elles étaient efficaces, ces mesures, on n'en veut pas au pouvoir en place. Regardez, il y a eu des élections début octobre et la Première ministre a été réélue de manière triomphale. C'est la première fois qu'un parti a la majorité complète au Parlement en Nouvelle-Zélande. La demande d'autorité. Est-ce que ça veut dire que finalement, c'est la bonne méthode, il fallait reconfiner? Écoutez, là, après tout ce que je viens de vous dire, oui, je ne peux pas difficilement dire le contraire. Si on veut un dernier exemple, c'est le cas d'Israël qui a reconfiné, donc comme nous, mais depuis la mi-septembre. Et le Parisien publiait donc les fameuses courbes. Et vous voyez que après être monté très haut, la courbe de contamination a vraiment baissé en Israël, alors que nous, on était encore à ce moment-là en train de monter. Donc, on peut espérer le même effet en France. La question qu'on peut se poser, malgré tout, c'est est-ce que le confinement sera terminé pour les fêtes de fin d'année ? Merci Stéphane. On va revenir sur les différentes situations, continent par continent. Juste pour répondre à Stéphane, vous n'êtes pas devin, vous êtes médecin. Oui. Mais on pourra passer nos vacances en famille à Noël, à votre avis? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour répondre à Stéphane, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Dites-moi. Aujourd'hui, on ne peut pas du tout dire qui ont été ou n'ont pas été les bons élèves. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui va se passer dans 1 an, 3 ans? Et puis, ce n'est pas du tout, je n'ai pas l'impression que c'est par rapport à une espèce d'autorité d'un gouvernement ou d'une démocratie ou pas. Les pays qui ont été cités, c'est des pays qui maîtrisent leurs frontières. Leurs frontières, c'est de la flotte ou c'est la frontière avec la Corée du Nord ou la frontière avec la Chine. Ce sont des îles. Donc, ou alors des frontières nous, qu'on peut maîtriser. Si après le grand confinement, quand il y avait une circulation à très bas bruit du virus, on avait fermé complètement les frontières et qu'on avait pu analyser toutes les personnes qui entraient, évidemment qu'on aurait été les bons élèves. Mais je pense que c'est beaucoup trop tôt pour dire qui était bons élèves ou qui n'a pas été. Il n'a pas cité la Suède. On ne peut pas faire un bilan quand même, ça fait 1 an, c'était décembre dernier. On peut regarder ce qui s'est passé. Le virus à Wuhan. Mais on peut regarder ce qui s'est passé, mais je vais vous donner un exemple. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais imaginons que la Suède ou la France ont été suffisamment exposés, on en a pris plein la figure pendant 1 an ou 2, bon, après la vie reprend, et qu'en Chine, il reste pendant des années et des années dans l'inquiétude que le virus ressorte là-bas, alors que nous, on aura passé peut-être cette histoire. Bon, on va continuer à en parler. Bonsoir Anne Genetet, je me permets de vous accueillir. Vous êtes députée En Marche des Français qui vivent en Asie, circonscription. Quel pays pour rappeler rapidement? Toute l'Asie du Sud-Est, l'Océanie, la Russie, l'Iran. Vous allez nous dire comment les Français qui sont là-bas vivent les choses. Mais pour rebondir, Karine Milsan, on va partir de la Chine quand même. La Chine, c'est 1,5 milliard d'habitants. On a vu ces images à Wuhan de jeunes Chinois qui font la fête dans des méga boîtes de nuit. Comment on peut expliquer ça? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est maîtrisé? C'est le cas ou pas déjà? Alors, il y a 2 choses. Il y a le contrôle, un contrôle excessivement serré. C'est-à-dire que dès qu'il y a la moindre suspicion de cas, on ferme la zone et on met les gens en quarantaine sur cette zone et puis on teste. Les gens sont tracés, ils sont vérifiés. Le masque est encore obligatoire. Il y a à l'intérieur, à l'extérieur, comme donc dans les magasins. Donc c'est maîtriser la situation sur place. On peut croire les chiffres. On nous dit 47 nouveaux cas de coronavirus en Chine ces dernières 24 heures. Il faut prendre du recul par rapport aux chiffres. Je pense qu'il ne faut pas se coller aux chiffres et avoir une comparaison stricto sensu des chiffres pays après pays. Il faut garder en tête que même en France, il n'est pas si évident. C'est relativement complexe pour Santé publique France d'avoir des chiffres qui sont comparables. Donc, on a des chiffres comparables, mais ça demande un exercice assez complexe. Donc, vous imaginez bien au niveau de la planète, avec des systèmes d'information qui sont extrêmement disparates, avec une cybertechnologie qui est également très, très, très différente. Eh bien, il est évident qu'on ne peut pas comparer les chiffres de la même manière. Anne Genetet, on se dit que la Chine a quand même un certain savoir-faire pour le meilleur comme pour le pire, parce que c'est quand même très autoritaire. Contrôler sa population d'une façon générale. Il y a des pays limitrophes. On a parlé du Vietnam dans la chronique de Stéphane. On pourrait parler de Taïwan, c'est vrai que c'est une île. Mais alors là, c'est vrai qu'on est surpris. Ils n'ont quasiment aucun cas.
Depuis le début. Et Taïwan vient de fêter les 200 jours sans nouveau cas. Donc c'est assez remarquable, effectivement. Ils ont fermé à temps, c'est ça? C'est une île. Alors, c'est une île, ce qui aide. Ensuite, ils ont mis en place des systèmes, effectivement, de contrôle. Alors, attention, il n'y a pas eu de confinement, comme chez nous. Il n'y a pas eu de confinement. Il n'y a pas eu d'obligation non plus de port du masque. Ça a été recommandé. Et puis, il y a une culture aussi qui fait qu'on se prête volontiers aux consignes qui sont données. Il y a aussi un sens du collectif, particulièrement développé à Taïwan. Taïwan était aussi, si on prend l'exemple de Taïwan, pour cette région-là qui est particulière, vous me corrigerez si je me trompe, mais qui avait quand même anticipé énormément parce qu'ils ont toujours le souci d'être très indépendants. Ils se savent assez isolés, ils ne se savent pas forcément aider et soutenir. Donc ça veut dire qu'ils ont tout fermé. Les Français qui vivent à Taïwan, ils ne peuvent pas repartir? Ah non. On les empêche même de quitter s'ils veulent revenir en France sans revenir après à Taïwan? Il y a eu différentes approches. Je ne sais plus précisément aujourd'hui où ils en sont pour Taïwan. En tout cas, il y a un certain nombre de pays où on n'a pas pu revenir. Et alors pour aller en dehors de l'Asie, y compris l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les Français là-bas ne peuvent pas rentrer. Donc s'ils ont un parent proche qui est en difficulté, ils ne peuvent pas venir le voir. Ou alors on leur impose des quarantaines au retour, parfois à leurs frais. Donc il y a des conditions logistiques, financières qui font qu'on ne revient pas forcément facilement. Mais en même temps, tout le monde joue le jeu en disant, ils voient bien ce qui se passe. Chez nous, à Taïwan, en Corée, au Japon, finalement la situation est maîtrisée. Je peux vivre normalement, j'ai mon boulot. Alors pas dans tous les secteurs, car ces pays-là, il ne faut pas oublier que les secteurs également du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration sont lourdement impactés. Tout ce qui est touristique, j'avais des gens du Laos au téléphone il n'y a pas longtemps, c'est fortement impacté, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de communication, donc ils doivent se recentrer sur d'autres industries, d'autres secteurs pour réussir à trouver une croissance et des relais de croissance. Pascal Bruckner, on voit que finalement, ce n'est pas forcément les pays totalitaires ou autoritaires qui s'en sortent le mieux, il y a des démocraties qui arrivent, mais il y a quand même des cultures qui permettent aussi une certaine forme d'obéissance aux règles. C'est ça qu'on paye aujourd'hui à votre avis? Nous, en Europe? Oui, en France, écoutez, hier soir, à 23h, j'ai entendu des hurlements en bas de chez moi. J'habite près de République. Il y avait une manifestation contre le confinement. Tout le monde déteste le confinement. Macron démission, enfin, tout ce qu'on entend depuis quelques temps. Et entre la rébellion et le conformisme, il y a peut-être une attitude un peu plus sage, parce que là, c'est vraiment le conformisme de la rébellion systématique. Et c'est vrai qu'en Asie, j'y vais depuis de nombreuses années, il y a une culture confucéenne qui fait que le collectif a autorité sur le caprice individuel. Et bon, on voit bien que l'Orient domine la scène du monde aujourd'hui et que même dans des petits détails comme ça, c'est... C'est ça qui nous manque aujourd'hui pour éviter la saturation des hôpitaux, c'est une forme de discipline? Non, je ne pense pas. Dès qu'on dit ça, encore une fois, on accuse les gens, on les culpabilise, on les responsabilise. Alors bon, depuis tout à l'heure, on ne cite pas le cas de la Suède. La Suède, c'est pas... Alors on allait y en parler, mais allez-y si vous voulez. C'est pas un État qui est extrêmement autoritaire, j'ai l'impression. Alors expliquez-nous, pour ceux qui n'ont pas suivi, quel pari a fait la Suède? La Suède a fait un pari qu'on peut critiquer ou pas, mais encore une fois, c'est bien plus tard qu'on pourra savoir si c'est payant. C'est celui de ne pas confiner et de l'immunité collective, ou en tout cas d'une immunité suffisante, d'une propagation du virus qui fait que la plupart des gens, enfin beaucoup de personnes vont être infectées, puis après vont être des bloqueurs pour la propagation du virus. Il y a eu beaucoup de décès au début. Il y a eu beaucoup de décès, mais il y a eu un nombre de décès qui est à un ordre de grandeur qui est équivalent à tous les autres pays touchés. C'est un peu moins que la Belgique, un peu plus que la France, un peu plus comme l'Espagne, l'Italie, etc. Donc qu'est-ce que vous en concluez? J'en conclus pas grand-chose, sauf qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que tel pays est un bon élève parce que ça ne repart pas, et pas parler de la Suède, par exemple. Donc ça veut dire que l'immunité de groupe, ne rien faire, ça reste une option? Non, j'en sais rien, parce que sur le long terme, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ils peuvent avoir une deuxième vague, mais je pense que c'est beaucoup trop tôt pour dire autoritaire bien, pas autoritaire mal. Et enfin, pour la discipline et les mesures, l'Espagne et l'Italie, enfin l'Espagne en particulier, avaient des mesures beaucoup plus contraignantes que nous. Ils ont déconfiné beaucoup plus lentement. Très vite, dès qu'il y a eu des retours de cas à Barcelone puis à Madrid, ils ont confiné par quartier. Ils sont allés beaucoup plus vite que nous et ils ont repris la deuxième vague avant nous. Alors, ma question est simple. Qu'est-ce qui fait que nous, en France, on en est au même point qu'au début de la première vague? Qu'est-ce qui l'explique? Vous avez des épidémiologistes qui vous disent que c'est le froid, d'autres qui vous disent qu'on a déconfiné trop brutalement, alors que vous nous dites que ce n'est pas le cas, puisqu'en Suède, en Espagne, c'est pire que chez nous et ils ont fait ça progressivement. Qu'est-ce qui explique qu'on en est là, au même point qu'au départ? Mais à peu de choses près, encore une fois, à un ordre de grandeur près et à 2 mois près, c'est pareil dans tous les pays européens, à peu de choses près. L'Espagne, l'Italie, la Belgique, les États-Unis, le Mexique, c'est inexplicable. Je pense qu'on ne peut pas faire vraiment autrement. C'est-à-dire que vous avez globalement 2 possibilités. Soit vous étouffez complètement le truc et vous laissez plus rien rentrer, vous avez étouffé le feu, vous laissez plus une seule étincelle rentrer. Soit vous essayez d'avoir une combustion un peu maîtrisée. Mais vous citez donc... Combustion maîtrisée, c'est le reconfinement? Combustion maîtrisée, parce qu'on se dit, combustion maîtrisée, ça repart après, si c'est pas extinction. Alors non, si on éteint tout
puis qu'on relâche, ça repart. Mais si on laisse le matériau se brûler un petit moment, Ouais, je ne sais pas ce qui restera. Mais... Karine Vincent. Oui, il faut bien voir que sur le territoire chinois, il n'y a pas que Wuhan où ils ont été confinés, c'est l'ensemble du territoire chinois qui a été confiné. Il y a eu des provinces où, avant même qu'il y ait réellement des cas, ils ont confiné, comme Pékin. Province de Pékin, pour des raisons évidentes, c'est là où se trouve le gouvernement. Il y a eu plusieurs confinements disparates à différents moments. Il y a eu la grande période de confinement, et puis même aujourd'hui, vous avez des confinements. Dès qu'il y a le moindre suspicion, le moindre cluster, on bloque. On bloque et on confine à nouveau. Mais les gens l'acceptent parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Mais je pense qu'il faut malgré tout relativiser cette idée de la culture asiatique, le confucianisme. Il y a quand même eu l'épisode du SRAS qui les a excessivement marqués en 2003, qui a été très traumatisant. Ils ont déjà Il leur a permis d'anticiper, surtout, de prendre des mesures très très tôt. Mais surtout, ils ont déjà vécu ce que nous vivons. Donc si nous avions déjà vécu ça il y a 15 ans, nous réagirions autrement aujourd'hui. C'était le cas de Taïwan. Donc si vous voulez, au-delà... Il y a un savoir-faire face à l'épidémie que nous n'avons pas forcément, c'est ça ? Il y a un savoir-faire ou alors une acceptation, si vous voulez, une résilience par rapport aux choses qu'ils ont acquis et parce que c'est dans l'histoire et que nous allons acquérir également. Donc je pense qu'il faut malgré tout garder ça en tête. Et puis le deuxième point, c'est, je suis relativement d'accord, on ne sait pas ce qui va se passer en Chine une fois que soit ils continuent à contraindre fortement leur population, soit ce n'est pas le cas. Et dans 3 ans, il est possible que, parce que les gens n'ont pas d'immunité, il y ait des nouveaux cas en Chine et pas en Europe. Sur la Chine, il y a de la transparence sur ce qui s'y passe aujourd'hui, sur les bilans qu'ils donnent, où on ne peut pas leur faire confiance. Je ne vais pas prendre de position précise là-dessus. En tout cas, il y a un certain nombre de chiffres qui sont, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut prendre, y compris chez nous, avec prudence, tous les chiffres, il faut les croire, et les chiffres sont bons. Ensuite, c'est toujours des nuances. Disons que globalement, les chiffres, il faut les prendre tels qu'ils sont, ils sont là, on peut les croire. Je voudrais aussi insister sur le fait qu'il y a une question de transmission et de lutte contre la chaîne de transmission. Le virus, il ne vole pas, il ne s'envole pas, il ne se déplace pas tout seul. C'est nous qui le faisons déplacer. Et cette compréhension du passage d'un individu à un autre est très présente, très très présente. Et ce qui est assez fascinant quand on prend l'exemple du Vietnam, alors qu'ils sont à plus de presque 2 mois maintenant, sans aucun nouveau cas, ils viennent encore de décréter qu'il fallait encore renforcer les mesures de surveillance de l'épidémie. À 2 cas. Pas de cas. Il n'y a pas de cas depuis 2 mois. Ah oui, il n'y a pas de cas. 0 cas depuis. Ils renforcent encore les mesures avec toutes ces pédagogies que chacun essaie de trouver. Qu'est-ce que vous répondez à Jonathan Faude qui vous dit mais en fait, il n'y a pas de pays à imiter, c'est trop tôt. Je suis absolument d'accord avec ça. C'est beaucoup trop tôt. On verra avec le recul. Je suis absolument d'accord que l'immunité collective, en tout cas, il y a une forme d'immunité. Elle n'est pas encore collective. On est peut-être à 15-20% chez nous. Et encore, on n'est pas sûr. On sait qu'il faut au moins dépasser les 50% pour avoir une efficacité, pour commencer à vraiment freiner la propagation. Eux, on est certain, il n'y a pas d'immunité collective du tout. Donc il y a une forme de fragilité, d'exposition à ça. Si on ne trouve pas de vaccin, ils sont très fragiles. Alors, j'aimerais maintenant qu'on puisse partir à Tel Aviv. Est-ce qu'en régie, c'est possible ? Parce qu'on en a parlé. Israël, c'est un pays qui, comme nous, a reconfiné totalement son territoire. Bonsoir, Jean-Charles Banoun, et merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est un plaisir de pouvoir dialoguer depuis Tel Aviv en direct avec nous. Alors, expliquez-nous ce qui se passe chez vous. Je rappelle que vous êtes l'un des visages de la chaîne I24 News. Expliquez-nous, vous êtes en plein déconfinement progressif, c'est ça ? Extrêmement progressif, exactement. C'est-à-dire que le gouvernement israélien se réunit quasiment tous les jours. Et rendez-vous compte, il a fallu 1 semaine de réunions, de discussions pour se mettre d'accord sur la simple réouverture des écoles primaires jusqu'au CM1. C'est-à-dire qu'il y a une grande crainte ici de ce qui s'est passé, des leçons qu'on a tirées de ce qui s'est passé lors du premier déconfinement, c'est qu'on s'est aperçu que les écoles qui ont été rouvertes quasiment en premier au tout début parce que les parents voulaient retourner travailler et n'en pouvaient plus aussi peut-être d'avoir les enfants à la maison, eh bien on a renvoyé tous les enfants à l'école dès le mois de juin et c'est de là, les experts le disent aujourd'hui avec certitude, c'est de là que le virus s'est repropagé à vitesse grand V dans le pays, alors qu'il avait été extrêmement contenu lors de la première vague. Donc aujourd'hui, on réfléchit à tout. Pour l'instant, on autorise les gens à retourner à la plage, dans les parcs et les jardins, mais par exemple les restaurants, les cafés, les centres commerciaux, tout cela est fermé, les lieux évidemment de culture, de sport, tout est fermé.
Mais il a fallu quand même prendre une décision là. Et pour l'instant, on a décidé, on rouvre les écoles primaires. On laisse les enfants aller à l'école à partir de ce dimanche-là, donc jusqu'au CM1. Mais ça va être extrêmement encadré. Il y aura des capsules dans les classes et on va voir ce qui se passe. Capsules dans les classes, donc c'est un déconfinement perlé, progressif et très prudent. Comment le second reconfinement, je dis second, mais peut-être qu'il y en aura un troisième, a été vécu par la population ? Très mal, comme partout, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de manifestations, de professions qui sont en détresse, on peut l'imaginer. Il y a des commerçants qui n'ont quasiment plus travaillé depuis 6 mois maintenant. Il y a énormément de magasins qui sont à louer, à vendre quand on se promène dans Tel Aviv, qui est le poumon économique du pays. Donc c'est un vrai problème. Il y a énormément d'angoisse, on le voit. Il y a beaucoup de gens qui consultent des psychologues et c'est une situation qui inquiète beaucoup aussi parce qu'ils ont perdu leur travail et qu'ils ne sont pas sûrs de le retrouver. Donc il y a un vrai malaise avec le confinement, mais comme partout. Mais en même temps, les gens ont été obligés d'accepter parce qu'il y a eu un taux de mortalité extrêmement fort ici qui a choqué beaucoup la population. Et il y a un dernier élément avant de vous laisser repartir. Dans quelques jours, Israël, au 1er novembre, va tester un premier vaccin innovant. C'est bien ça ? Il va être testé ? En fait, il va y avoir pour la première fois des volontaires, des personnes qui ont été recrutées. C'est l'armée qui supervise tout ça parce que c'est le laboratoire biologique qui dépend de l'armée. Donc c'est quelque chose d'extrêmement secret, mais en même temps dont des éléments ont été rendus publics parce qu'apparemment ce vaccin a donné de très bons résultats sur des animaux. Là, on va le tester sur des volontaires. Il y a des milliers de personnes qui se sont portées candidates pour tester ce vaccin et on verra peut-être que l'an prochain, pas avant l'été, on dit les responsables de l'armée, peut-être que ce vaccin sera opérationnel. Merci infiniment Jean-Charles Benoun. Merci d'avoir été en direct depuis Tel Aviv avec nous. Bon courage pour la suite de ce déconfinement progressif. Jonathan Freud, un vaccin en Israël testé. Je ne comprends pas, c'est pas le premier. C'est pas les premiers patients sains, c'est pas les premiers individus sains qui sont en train de tester un vaccin. Non, mais ça veut dire qu'effectivement les choses avancent. Est-ce qu'on peut en espérer un pour nous aussi à quelle échéance ? C'est deux questions différentes. Il y a déjà actuellement plusieurs personnes, des sains, qui se font tester avec le vaccin. Des études animales, études précliniques, il y en a eu beaucoup sur plusieurs vaccins. Il y a plusieurs vaccins de cette phase 2 qui sont en cours. Alors on espère qu'ils seront opérants et qu'ils seront disponibles le plus vite possible. Simplement, quand vous entendez ce journaliste en Israël expliquer qu'ils ont déconfiné très très progressivement et que d'ailleurs les écoles sont restées fermées contrairement à nous pendant ce reconfinement, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Je peux comprendre vraiment cette politique puisque Israël, à l'instar des pays qu'on a évoqués tout à l'heure, contrôle bien ses frontières. Donc en effet, c'est vraiment une politique qui peut valoir le coup de dire on va complètement éteindre l'incendie, mais complètement, et on va vraiment faire attention à tout ce qui rentre. Ça peut marcher. Oui. D'accord, mais c'est vrai qu'on se pose la même question. Pourquoi pas pour nous ? Pourquoi pas au fond ? Esther Duflo, la prix Nobel d'économie, disait au fond, programmons-nous un confinement à une date précise, dure, mais au moins on sera prévenus, les commerçants pourront s'organiser pour sauver Noël. C'est pas une solution pour éteindre l'incendie. Sauvons Noël, je crois qu'il va falloir prendre un petit peu de recul avec ça. C'est trop près, à mon avis, pour qu'on puisse parler de sauver Noël. On va avoir un Noël différent. Moi, je parle d'un Noël de combat, mais pas un sauver Noël. Je crois que ça illustre surtout le fait que personne n'a la solution miracle. Personne ne l'a. On tâtonne tous. Partout dans le monde, on tâtonne. Mais on peut tirer des leçons quand même. C'est trop tôt pour tirer des leçons. C'est vraiment, vraiment trop tôt pour tirer des leçons. Vous vous rendez compte que c'est extrêmement difficile à accepter pour la population, ce que vous dites, croyez Pascal vraiment Bruckner. que... Comment faire tenir un pays quand on vous dit pratiquement un an après l'épidémie, c'est trop tôt pour ne pas commettre d'erreur à nouveau. Oui, mais il faut le faire accepter, c'est pas simple. Je crois que là, l'humanité se retrouve face à un échec collectif. C'est-à-dire que la modernité, c'est l'idée qu'on va pouvoir vaincre toutes les limites et combattre toutes les maladies. Souvenez-vous qu'il y a 5 ans, on parlait de transhumanisme. On devait découvrir le gène de l'immortalité. On nous annonçait que l'être humain allait vivre 150 ans au moins et qu'on allait craquer l'ADN du vieillissement. Et là, on meurt tous pour un coronavirus. Donc, c'est notre impuissance je crois que c'est ça qui nous déprime tous. Nous sommes impuissants face à une maladie qui paraît bénigne et qui en fait est terrible. Et incurable est le seul mot obscène de la modernité. Combien de temps vous a-t-il fallu pour comprendre la peste ? Il ne nous a pas fallu un an. Oui, non. Dans l'histoire. On espère qu'on a fait quelques progrès pour
être voilà, un peu plus rapide cette fois-ci, Karine Milsan. Pour rebondir sur ce qui a été dit sur confinons-nous de façon très très dure pour ensuite pouvoir tenter de vivre, est-ce que ça impliquerait également de ne plus bouger? Parce que si vous confinez de façon dure, ça signifie que les personnes à un endroit donné, effectivement, ne sont plus cas contact, non plus, ok. Donc ça marche. Mais ça signifie qu'il faut rester à cet endroit-là. Donc ça signifie qu'en fait, votre vie, vous la comprimez en restant, effectivement, vous pouvez ressortir, mais... C'est ce qui s'est passé au mois de mars. Mais, on est resté chez nous avec la règle du kilomètre. Donc en optant pour ce que vous proposiez, en disant pourquoi... Je ne propose rien, là, moi je pose des questions. En fait, votre question était pourquoi est-ce qu'on n'opte pas pour un confinement dur? Mais ça ne résoudrait rien, parce que si on opte pour un confinement dur, ça signifie qu'après, on ne bouge pas. Et voilà. Et puis ma deuxième remarque, c'est on parle beaucoup de ces régimes autoritaires en disant ils ont réussi à contrôler en fait l'expansion de ce virus, mais ces mesures ont également entraîné une grande pauvreté. Une énorme pauvreté sur ces... Et en fait, la manière, pourquoi est-ce qu'elle n'explose pas, cette pauvreté, c'est parce que justement c'est un régime autoritaire et que les gens sont réprimés, en fait, ils sont contrôlés. Alors que la crise sociale, elle, en France, est bien ce là. n'est pas le cas. Donc, Jonathan Freund, je voudrais qu'on termine ce débat par la situation à l'hôpital. À la Pitié, par exemple, puisque vous y travaillez, vous êtes urgentiste. Ça monte, j'imagine. On parle d'un seuil de 60% déjà atteint en patients Covid, en réanimation. Oui, facilement 60%. Et puis là... Plus. C'est une moyenne oui, nationale. Ça monte. Oui, non, Et vous, c'est à Paris, c'est plus, c'est 80? C'est beaucoup. Alors, je ne sais pas exactement quel pourcentage, mais finalement, le taux de Covid en réanimation n'est pas tellement informatif. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment le total, parce qu'on oublie, il y a quand même les autres malades. Et donc, ce qui est vraiment parlant, c'est de se dire que tout ce qu'on peut déprogrammer est déprogrammé. Et c'est ça qui est terrible. Tout ce qu'on a pu ouvrir comme lit a été ouvert et tout ce qu'on peut déprogrammer a été déprogrammé. Donc quand on se dit, bon, ça y compris les opérations du cœur, les traitements du cancer. Donc, alors, on essaye de ne pas déprogrammer certaines choses qui vont avoir beaucoup d'effets sur le pronostic, comme typiquement tout ce qui est diagnostic de cancer ou traitement du cancer, mais on va être limité très vite. Donc là, toutes les déprogrammations, c'est ça qui est terrible et c'est pour ça qu'on confine en fait. Il y a toutes les autres conséquences derrière, c'est-à-dire que confiner et se dire... Si on ne confinait pas, justement, c'est ça qui est intéressant, la réflexion, il faut la porter. Si on ne confinait pas modèle suédois, on aurait une explosion bien plus conséquente du nombre de cas à l'hôpital. Alors là, on est certain, on ne soigne plus personne d'autre. Avec les conséquences. Combien de morts? Parce que les projections sont parfois un peu il faut effrayantes. Les chiffres, le président dit 400 000. Bon, c'est vraiment la fourchette très très haute. Mais c'est pas 20 000, oui. Et puis surtout, c'est pas tant le nombre de morts que le virus aurait tué, c'est les gens qui normalement ne seraient pas morts et qu'on n'aurait pas pu soigner. C'est ça qui est très important. Si tout le monde arrive d'un coup, à la fin, j'ai même pas de quoi donner de l'oxygène à un malade. On peut pas. Pour vous, très clairement, c'est un soulagement cette mesure de reconfinement. Bien sûr, pour tous les hospitaliers et tous les professionnels de santé. Il fallait ce coup de frein brutal. C'était indispensable. Soulagement. Et encore, il peut être vu comme, même si tant mieux, on le comprend comme ça, un peu light. Limite, il est un peu light. Trop light. Pas trop, parce que c'est tout à fait normal. Il ne faut pas voir que non plus par le prisme de l'hôpital et de la santé. On va par l'économie également, en fait, c'est une espèce de balance. Voilà, donc est-ce que ça va marcher? On croise les doigts pour qu'il y ait vraiment un impact sur les hospitalisations et en gardant un peu la vie économique et en limitant la casse au mieux. Exactement. Pascal Bruckner, vous aurez le mot de la fin. Voilà, c'est pas facile en fait à entendre tout ce que vous avez dit. Au fond, on ne peut pas tirer de bilan, on ne sait rien, cette incertitude qui demeure. Et puis la troisième vague n'est pas forcément exclue. Comment on fait pour vivre comme ça longtemps? Je crois que Madame a dit la vie comprimée. Oui, la vie se resserre autour de quelques fonctions biologiques. On reste chez soi au minimum. Donc c'est une sorte d'horreur qui radote. Il y a quelque chose, là on est en quelque sorte condamné à la banalité de l'existence biologique, avec l'idée que si on sort trop, on risque notre vie et celle des autres. Et je pense que c'est une épreuve pas simplement sanitaire, mais métaphysique pour l'homme contemporain. Et nous avons été élevés dans l'impatience d'obtenir tout ce que nous voulons tout de suite. Et là, il va falloir attendre très longtemps. Et pour attendre, tenir, il y a les livres. On va en parler du vôtre. À présent, Pascal Bruckner, une forme de revanche du vieux mâle blanc, j'ose l'expression, que vous assumez être. Tout de suite. Vous restez deux secondes. Alors, on va parler de votre livre dans quelques instants, mais évidemment, je voulais vous interroger sur l'actualité d'abord. L'attaque au couteau dans la basilique Notre-Dame de Nice a mis évidemment le pays dans un nouvel effroi. C'est un peu la même question, au fond.
Comment tenir quand on nous attaque à nouveau sur nos valeurs, sur ce qui fonde le pacte républicain? Ben là, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une guerre contre l'Occident depuis le 11 septembre 2001. Alors, certains l'ont nié pendant longtemps, mais je crois qu'aujourd'hui, cette guerre est évidente et la France est à l'avant-garde du combat, puisque c'est le pays qui a inventé la laïcité, qui a le plus grand nombre de citoyens français musulmans sur son sol. Mais vous pensez qu'on est assez fort? Il y a beaucoup de responsables politiques qui disent, dans ce climat, on est à la limite de la guerre civile, on craint des attaques, des représailles sur les mosquées. Oui, il y a un risque de guerre civile, mais enfin, le pouvoir doit être à la fois impitoyable avec les délinquants, les terroristes, les djihadistes, et en même temps empêcher des... On n'est pas aux États-Unis ici. On n'a pas le culte de l'arme à feu, donc empêcher que des individus privés fassent justice, attaquent des femmes voilées, attaquent des mosquées, car ce serait le pire cas de figure. Donc on est vraiment sur un fil entre deux précipices. Mais c'est une guerre qui nous est menée. Oui, c'est une guerre. 3 attentats en moins d'un mois. C'est une guerre culturelle, c'est une guerre militaire, enfin c'est une guerre à bas bruit sur le territoire français, mais derrière il y a évidemment le grand sultan terroriste, c'est Erdogan, qui a soutenu Daesh, on le sait, qui a livré des armes, qui envoie des djihadistes à la fois en Libye et en Haut-Karabakh. Donc c'est une guerre qui ne sort pas de n'importe où. Donc il faut du sang-froid, de la détermination, mais il me semble que la France n'est peut-être pas si mal armée que cela pour affronter les sombres temps qui arrivent. Alors vous avez entendu évidemment les mots d'Emmanuel Macron sur les caricatures lors de l'hommage, très bel hommage à la Sorbonne au professeur Samuel Paty. Nous continuerons, professeur, nous montrerons les caricatures et les dessins. On voit que ce front d'unité, de solidarité sur la liberté d'expression, en soutien à Charlie Hebdo, commence un peu à se fissurer. On l'a vu avec les propos de Mohamed Moussaoui du CFCM, qui explique qu'il fallait renoncer à certains droits pour que la fraternité s'exprime dans le pays. Il s'est certes corrigé. Je vais vous faire entendre le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et puis vous réagissez juste après. Moi, je n'aime pas ces caricatures, mais je les défends. Je défends ceux qui les ont faites. Je défends ceux qui les diffusent, au nom de quelque chose qui est plus important pour moi que ces caricatures, qui est la liberté. Voilà, la liberté, plus importante au fond que les caricatures qu'on peut ne pas aimer, elles symbolisent ce droit d'expression. Ce matin, le père Giordano de la basilique de Nice a dit « Moi, je ne suis pas Charlie ». Et je suis en colère contre ces discours qui, sous couvert de défendre la laïcité et la liberté d'expression, salissent les religions et finissent au bout du compte par exciter des fous. Est-ce que le 8 mai revient en force dans notre pays? Oui, il revient en force et plus que dans notre pays, c'est aux États-Unis que l'attaque contre la France est la plus violente. En fait, si vous lisez le Washington Post et le New York Times, il pourrait être main dans la main avec les mots d'ordre d'Erdogan ou d'Al-Azhar au Caire. Et la presse anglo-saxonne ne comprend pas du tout ce qui se joue. Et là-dessus, je trouve au-dessous de tout. Mais bien entendu, les gens commencent petit à petit à céder du terrain. On n'est pas obligé d'aimer les caricatures. Là, Bruno Le Maire a raison, mais il faut en défendre le principe, tout simplement au nom de la liberté. Et moi, je suis Charlie depuis le début. Même si je le lis peu, c'est une question de principe. On ne doit pas transiger là-dessus. On a le droit de critiquer le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, le confucianisme, et il y aurait une religion qui ferait exception. Mais on n'est pas trop seul en France. Oui, mais la France... Dans ce combat face à la scène internationale. Oui, on a l'Europe derrière nous. Alors il va falloir maintenant que Macron convainque Merkel, les Pays-Bas, la Belgique. Vous la trouvez trop timide, la chancelière, sur ces sujets? Elle est paniquée parce qu'elle a 2 millions de Turcs, 2 ou 3 millions de Turcs sur son territoire et que Erdogan la tient par son immigration turque sur le sol allemand, qui d'ailleurs se sent plus turque qu'allemande très souvent. Donc la France est seule, mais j'ai l'impression qu'on est un peu à la veille de la bataille de Valmy. Si on prend des références historiques, oui, on est seul, mais c'est un beau combat. C'est un combat juste, hein. C'est un combat sur lequel nous devons avoir aucune hésitation. Alors qu'il y a entre nous des divisions, des dissensions, c'est tout à fait normal, mais... C'est un combat dans lequel la communauté musulmane doit prendre sa part. Robert Badinter dit, au fond, que la réaction la plus importante doit venir de cette communauté, qui est la première victime des attentats islamistes. Voilà, pourquoi la France est-elle haïe par les extrémistes de l'islam, frères musulmans, Al-Qaïda, Daesh?
parce qu'elle offre aux musulmans de France et aux musulmans du monde entier ce que Jacques Berck appelait un islam des Lumières, c'est-à-dire qu'elle leur offre la possibilité de croire dans leur religion sans afficher les signes extérieurs, en toute discrétion et sans être des croyants assidus. C'est exactement ce qui se passe pour le judaïsme, c'est ce qui se passe pour le protestantisme et le catholicisme. On peut être un chrétien du dimanche, et on peut n'aller que dans les grandes fêtes religieuses et au fond ne pas s'inquiéter de savoir si Dieu nous a ou non pardonné. Et Saul Bellow disait en 1983 dans le New York Times: en France, Dieu prend des vacances. C'est pour ça qu'il adore venir. Très jolie formule. Voilà, il adore venir à Paris parce qu'au moins à Paris, on ne l'ennuie pas avec des prières, des invocations. Et je crois que c'est ça qui fait très peur aux fondamentalistes. Et si les musulmans français, qui sont en fait très heureux chez nous, prenaient goût à cette désinvolture vis-à-vis de la foi. Alors on en vient à votre livre. Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc. Vous êtes très en colère, hein, franchement, dans ce livre. Non, c'est pas de la colère, c'est quand même. Hein. J'ai pris contre cette idéologie venue de la gauche américaine, vous êtes quand même, vous dites... les vieux mâles blancs occidentaux hétérosexuels sont devenus, aux yeux de cette pensée-là, cette génération-là, la lie de l'humanité. Vous dites mais l'origine des malheurs du monde. À ce point-là. Ça fait longtemps que je travaille dans ce champ, puisque dans le sanglot de l'homme blanc, j'avais déjà commencé à déblayer cette idéologie. Et c'est pas simplement les vieux mâles blancs, c'est aussi les femmes. La femme blanche est maudite au même titre que l'homme blanc. En quoi précisément ? Alors en quoi ? C'est cette idée qu'on trouve chez les néo-féministes, chez les antiracistes, et je mets beaucoup de guillemets antiracistes, parce que pour moi ce sont des racistes de nouvelle manière, et chez les décoloniaux, selon lequel l'homme blanc, c'est-à-dire le monde occidental, est responsable de tout ce qui va mal sur Terre, qu'il n'a cessé d'opprimer tous les peuples, et qu'aujourd'hui il reste dominant, et que donc il faut l'attaquer dans sa racine, qui est... Alors, on aurait pu penser que c'était le pouvoir économique ou politique. Non, désormais, et c'est là où je pense qu'il y a une chute du progressisme, c'est la couleur de peau. C'est-à-dire le simple fait d'avoir un épiderme blanc plutôt qu'un épiderme foncé fait de vous un coupable. On essentialise le coupable. Mais vous comprenez que quand vous dites comme ça, juste en passant, les antiracistes sont des racistes, ce ne soit pas si évident. Alors, un certain antiracisme est pour moi une forme de racisme New Look qui est protégé en quelque sorte par son label, par son étiquette, et donc ce qui lui permet d'attaquer un groupe précis, et c'est ça la fonction du bouc émissaire. Un bouc émissaire, c'est une cible ou un groupe qui permet de focaliser sur lui toute la méchanceté ou toutes les tensions d'une communauté. Si on nous dit, comme l'explique par exemple Françoise Vergès ou beaucoup d'autres, que l'homme blanc condense en lui toute la cruauté du monde, et que même quand il fait des efforts pour ne pas être raciste, il l'est, c'est une idéologie qui vient d'Amérique du Nord. Mais vous savez que c'est compliqué à faire passer cette idée-là. L'homme blanc a les manettes aujourd'hui, dans les positions de pouvoir. Vous le savez bien. Les statistiques le montrent. Est-ce qu'on a les manettes à Pékin ? Dans le monde économique, dans le monde politique. Non, mais attendez, on a les manettes où ? Vous avez les manettes, c'est-à-dire c'est pas vous l'homme blanc, mais quand on regarde les instances dirigeantes, quand on regarde le CAC 40, quand on regarde la gestion du Covid, regardez le Conseil de défense. La photo du Conseil de défense, c'est quasiment que des hommes. Est-ce que oui, alors d'accord, l'homme en tant que masculin. L'homme masculin. Alors, je ne suis pas sur l'homme blanc hétérosexuel. D'accord, donc alors là, vous avez raison, il y a des progrès à faire. Moi, je pense que la dynamique de l'égalité enclenché par le féminisme est inéluctable, et que de toute façon, c'est vrai qu'il y a un combat à mener sur le pouvoir politique et sur le pouvoir économique. Il y a déjà des femmes qui sont dans des positions très fortes, que ce soit, on a parlé de Mme Merkel, Ursula von der Leyen, la directrice du FMI. La féminisation des professions est en marche, justice, médecine et tout ça. Alors il y a énormément de progrès à faire, je suis d'accord, mais de là à nous expliquer que l'homme est l'ennemi de l'humanité, ce que font beaucoup de néo-féministes. L'homme blanc, c'est et l'homme blanc encore plus que les autres. Je trouve que c'est pas ça le combat de l'émancipation. L'émancipation consiste à briser les chaînes pour réconcilier les personnes. Ouais, vous ne vous victimisez pas vous-même.
Ah non, moi Non. moi on peut m'insulter, et on m'insulte de plus en plus au fur et à mesure que je vieillis, mais je le prends comme un hommage. Alors, tous les hommes seraient coupables, mais certains le seraient plus que d'autres. C'est ce que vous expliquez dans votre livre. On vous a préparé un petit sujet qui va vous intéresser, puisqu'au fond, vous fustigez cette idéologie, j'en parlais tout à l'heure, qui porte un nom aux États-Unis, la cancel culture, cette culture de l'effacement qui va au-delà de la culture de l'excuse. Elle vise à réviser l'histoire à l'aune de ces victimes autoproclamées. Explication avec Hélène Bonduel. Les défenseurs d'Adama Traoré, décédés lors d'une intervention policière musclée, qui reprennent le slogan Black Lives Matter, littéralement la vie des Noirs compte, né aux États-Unis après la mort de George Floyd. Le buste de Colbert, tagué en France, comme un écho au statut de personnage historique déboulonné aux États-Unis, ou encore le hashtag MeToo, qui devient Balance ton porc. La France s'empare de la cancel culture anglo-saxonne, ce phénomène qui tente à vouloir effacer une opinion qui dérange, ou humilier publiquement une personne. En fait, c'est une offensive collective qui se fait en général par l'intermédiaire des réseaux sociaux, mais pas seulement, et qui vise à s'attaquer à une personne, à sa réputation, à son statut, avec pour but, d'une certaine façon, de lui nuire. Aux États-Unis, une culture militante identitaire s'est développée ces dernières années, notamment face à une droite désinhibée. Ce phénomène, certains se l'approprient en France. C'est toujours un petit peu le même type de militantisme. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les néo-féministes, donc des féminismes extrêmement radicales et partisanes d'une censure qui n'est pas la censure d'État, mais qui a la censure des réseaux sociaux, en fait. On a également les militants LGBT, donc qui luttent contre l'homophobie. On a les militants antiracistes. Mais au-delà de l'influence des réseaux sociaux, pourquoi la France s'empare-t-elle de cette cancel culture ? Même si nous sommes un pays universaliste, l'universalisme à la française, c'est un idéal. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours forcément réalisé dans la réalité. Ce qui fait qu'un certain nombre de personnes qui peuvent avoir des appartenances communautaires diverses peuvent avoir l'impression d'être discriminées, peuvent être parfois réellement discriminées. Et à ce moment-là, elles estiment que la République est coupable. Et elles utilisent les mêmes stratégies que celles qui sont utilisées par des communautés similaires aux États-Unis, alors qu'il s'agit de pays complètement différents. Voilà, qu'est-ce que vous répondez ? Au fond, cette porosité entre la cancel culture aux États-Unis et la France, est-ce que ce n'est pas aussi le signe que notre modèle universaliste est en échec ? C'est surtout le signe que la gauche française est en état d'effondrement complet, qu'il y a eu la chute du mur, la social-démocratie est aux abois, et donc toute une partie de la gauche et de l'extrême gauche sont tentés de reprendre le modèle de la race, du genre, de l'identité qui nous vient des États-Unis et qui, à mon sens, n'est pas du tout adapté à la situation française. Voilà que nous nous sommes mis au printemps à endosser les crimes des Américains. Et même, nous avions un ministre de l'Intérieur qui voulait qu'on s'agenouille pour le meurtre de George Floyd. Vous ne l'auriez jamais fait ? Jamais. Mais au nom de quoi ? Et la comparaison Adama Traoré... Ce qui vous gêne, c'est le genou à terre ou c'est la solidarité avec ce combat ? Non, mais pourquoi est-ce qu'on endosserait les crimes ? On a déjà nos propres crimes, on ne va pas endosser. Donc c'est l'excuse. C'est l'excuse. Mais pas la condamnation. Et nous ne sommes pas américains. J'insiste là-dessus. Nous avons une autre tradition. Alors, vous dites, nous ne sommes pas américains. On voit que le rôle de l'université est central dans l'importation à la fois de cette culture-là en France et aussi dans la manière dont elle se met en œuvre, elle émerge. Et pourtant, ce sont nos philosophes qui les ont nourris. Qui les ont nourris aux États-Unis. Oui. Alors, on n'a pas une petite responsabilité là-dedans ? Oui, il y a eu une opération d'import-export. Mais je pense que l'idéologie nord-américaine, c'est la roue de secours théorique d'une gauche aux abois. Et d'une gauche dont on se rend compte aujourd'hui, avec les attentats dont vous avez parlé tout à l'heure, qu'elle a une certaine responsabilité idéologique dans l'éclosion de cet islam radical. Et on parlait d'antiracisme, je pense que le concept d'islamophobie est un antiracisme criminel, parce que c'est lui qui a conduit à l'élimination des 12 de Charlie, à l'hypercacher et à la mort de... On a beaucoup déjà parlé de ce terme d'islamophobie. Je voudrais vous ramener au féminisme, au néo-féminisme. Tout n'est pas acheté dans le mouvement MeToo. Il a fait plus de bien que de mal. Il a fait du bien, alors là, il faudra faire un bilan. Plus de bien que de mal ? Il a sans doute fait plus de bien que de mal, je ne sais pas, il faudrait faire un bilan historique. Est-ce que vous avez la dent dure aussi ? Non, j'ai pas la dent, non, je suis beaucoup moins sévère que les femmes.
les féministes anti-MeToo sont d'une dureté incroyable. Mais simplement, si vous voulez, moi, je respecte l'état de droit et je pense qu'on ne peut pas jeter en pâture dans l'espace public le nom d'un homme sous prétexte qu'on a un différend contre lui et dire qu'il doit être lynché et qu'il ne doit plus apparaître dans l'espace public. Et on a ce mouvement de libération de la parole sur les agressions sexuelles subies par les femmes, évidemment, il allait avoir des outrances et des radicalités. Évidemment, c'est une forme de révolution aussi des mentalités. Est-ce qu'il ne faut pas, pour changer la société, casser un peu des œufs? C'est la question. Alors, puisque vous utilisez la formule des œufs cassés, qui est une vieille formule utilisée à l'époque notamment par l'URSS, je pense qu'on cassera beaucoup d'œufs, on ne fera aucune omelette. Si le mouvement de libération de la parole et si la lutte contre le viol et les agressions sexuelles n'épouse pas les canons de l'état de droit, eh bien, il finira en simple dénonciation calomnieuse sur les réseaux, et les réseaux fusillent à bout portant. Donc c'est là où est le problème. Et regardez Philippe Cobert, regardez Ibrahim Malouf, regardez ce chef japonais qui s'est suicidé récemment parce qu'on l'accusait d'agression sexuelle à tort. Le féminisme ne peut pas sauter sous prétexte de justice immédiate par-dessus les lois de la République. C'est dit. En tout cas, c'est passionnant. On pourrait en discuter encore davantage. Un coupable presque parfait. La construction du bouc émissaire blanc, c'est aux éditions, comme toujours, avec vos livres Grasset. Vous restez avec nous. On va retrouver à présent la chronique de Thomas Després. La France se reconfine, l'Assemblée nationale aussi. N'est-ce pas, Thomas? Les règles vont changer. Oui, exactement, Myriam. Ce matin, se réunissait exceptionnellement pour un vendredi la conférence des présidents. C'est elle qui organise le bon fonctionnement de l'Assemblée. Je vous raconte ce qui s'y est dit. Alors pendant que les Français se reconfinent, l'Assemblée nationale adapte bien sûr son protocole sanitaire. La décision a été prise ce matin en conférence des présidents. Il a été décidé de maintenir à 50% la jauge des députés présents, 50% des députés en commission, en hémicycle, mais aussi dans l'enceinte du Palais Bourbon. Il a été décidé de mettre fin aux réunions en présentiel lorsqu'il n'y a pas de vote au bout, c'est-à-dire pas de débat d'amendement, pas de vote d'une loi. Tout se fera désormais en visioconférence. Et puis il a également été décidé que le télétravail serait la norme pour les collaborateurs. Seul un collaborateur par député présent pourra se rendre ici, sur son lieu de travail. Alors pourquoi la conférence des présidents a pris de telles décisions? On est allé poser la question à un des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. C'est vous qui, en séance et quand vous présidez, devez appliquer ces nouvelles règles. Il y a un devoir d'exemplarité du député alors que la France est à nouveau confinée depuis ce matin. Oui, je crois. Tous les chefs d'entreprise se démènent pour essayer de trouver les meilleures solutions. C'est ce qu'ils font depuis le début du virus. Et je crois qu'on a effectivement un devoir d'exemplarité avec l'exigence de continuité. On ne peut pas se permettre de dire tiens, on arrête la démocratie pendant 3 mois. C'est pas possible. Toutes les lois, toutes les décisions qui sont prises, elles dépendent de lois qui sont votées au Parlement. Donc on a cette exigence de résultat dans notre action et on a cette obligation d'exemplarité, comme vous le dites, tout à fait. Alors si bien sûr tout le monde entend respecter ces nouvelles règles, elles troublent tout de même certains parlementaires. On demande à ce que les groupes puissent se réunir en visioconférence. Comme président de groupe, moi je pense que le présentiel permet de beaucoup mieux échanger. C'est très compliqué en définitive de prendre des décisions, d'être très réactif sur des textes de loi en visioconférence. On doit être exemplaire, on doit évidemment respecter tous les protocoles, mais il faut que le débat ait lieu dans cette assemblée. S'il n'a pas lieu dans cette assemblée, il aura lieu ailleurs. Donc c'est cette difficulté qu'il faut surpasser. Moi, je suis pour 100% de télétravail pour les collaborateurs. Donc c'est ce que j'ai dit en conférence des présidents. Il y a une souplesse qui a été accordée, mais dans mon groupe, les collaborateurs sont passés à 100% de télétravail dès hier soir. Voilà, mais ces nouvelles règles, elles peuvent encore évoluer. Elles seront réévaluées toutes les semaines en conférence des présidents. Merci Thomas. Ils sont tous là, ils sont en pleine forme. C'est l'heure du bloc-notes avec tous nos chroniqueurs. Tout de suite. Bonsoir François Durper. Bonsoir Myriam. Vous allez nous faire vivre cette campagne américaine comme tous les jours. On est à 5 jours de l'élection. Isabelle Lasserre, bonsoir pour un nouveau rendez-vous. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service international du Figaro. Et Camille Saferis. Je souris là, ça ne se voit pas, mais je souris. Vous faites partie de ceux qui ont un regard suffisamment intense pour supporter le masque. Merci Myriam. On commence avec vous. On commence avec cette campagne qui s'achève. Qu'avez-vous retenu, François? 24 dernières heures intenses et
le lieu, surtout la Floride, parce que la Floride, c'est la mer des batailles. Qui gagne la Floride gagne les États-Unis. C'est un peu le slogan de l'année 2020 aux États-Unis. On va voir quelques images. Alors, pendant que je parle, on peut voir les images du dernier meeting de Donald Trump. Et là, on voit, alors, compter le nombre de masques, ou plutôt compter ceux qui n'ont pas le masque. Là, c'est pas le protocole sanitaire de l'Assemblée nationale. Ah non, pas du tout, effectivement. Pas du tout. Donc, imaginez que ces images, elles font quelques heures. Hein. C'est le dernier meeting de Donald Trump à Tampa. Pas de masque. Et pourtant, généralement, on met les masques derrière pour montrer qu'il y en a. Là, il n'y en a pas. Mais il y a beaucoup de monde. Les gens viennent. La bonne nouvelle, c'était ça. Donald Trump, regardez, il y a une bonne nouvelle pour lui. On voit les images. C'est le retour de... On voit les images. Nos alliés font maintenant leur part au niveau mondial. Notre économie a explosé et le chômage a diminué. Notre armée est plus forte que jamais. Très bonne nouvelle pour Donald Trump. Il a une épouse, la First Lady, et elle est sortie de son silence. C'est ça, elle n'avait pas parlé depuis elle a mis beaucoup de temps à se guérir du Covid-19. Je dis ça parce que c'était officiellement, la Maison-Blanche disait... Et ça, c'est un atout pour Trump. En tout cas, oui, de montrer qu'il y a quand même un couple à la Maison-Blanche, il y a une famille, et donc ça, c'est important. La vraie bonne nouvelle, c'est le PIB. Le PIB, plus 33% lors du dernier trimestre. Il en a beaucoup parlé, Donald Trump, et je vais vous montrer les images, parce que ça se passait aussi en Floride, de Joe Biden. Vous allez voir la différence. Alors vous voyez, Joe Biden, il avait quand même un peu moins de monde. Donc là, un protocole sanitaire beaucoup plus fort. Il enlève son micro. Il enlève le masque quand même pour le discours. Il enlève son micro, non. Il enlève son masque. Et alors, vous voyez, il n'y a personne quasiment. On avait vu aussi les images de Barack Obama qui pourtant fait venir du monde. Mais du fait du protocole sanitaire, eh bien, il y a très très peu. Et ça, c'est bon pour la campagne de Biden ou pas? Alors, deux hypothèses. La première, c'est est-ce que c'est le protocole sanitaire qui limite les gens pour aller voir Joe Biden et les démocrates? Ou est-ce que c'est simplement qu'il n'intéresse personne? Alors, une petite réponse quand même en images, parce que le deuxième État où ça va voter, c'est en Pennsylvanie. Un autre swing set, et regardez ces images. Il y a quand même des millions d'Américains qui sont en train de voter, des démocrates, et là on est dans la file pour aller voter. Et vous voyez, on a envie de voter. 75 millions d'Américains sont en train de voter. Et notamment, c'est un raz-de-marée de la jeunesse américaine. C'est ça qui va faire la différence. 29 ans. Peut-être la mobilisation. La mobilisation des jeunes, elle est intense. Pour vous dire, déjà, les Floridiens, il y a déjà quasiment 8 millions de Floridiens qui ont voté. C'est-à-dire plus de la moitié des Floridiens inscrits sur les listes électorales. Et rien n'est joué ? Et rien n'est joué. Malgré les sondages qui montrent une tendance ? Non, parce que les sondages peuvent se tromper. Ouais. Je ne veux pas être plus royaliste que le roi. C'est la chef de campagne de Joe Biden qui a dit que rien n'était joué, que les sondages pouvaient se tromper. Elle vous a passionné de bout en bout, cette campagne, ou pas, Pascal Bruckner ? Oui, parce qu'en plus, une partie de ma famille est américaine, donc vit là-bas. Évidemment, en tant que Français, je préférais Biden. Il serait plus aimable avec nous, mais la politique étrangère resterait la même. Globalement, l'Europe doit maintenant prendre en charge le fardeau de sa défense. Mais évidemment, ce serait plus sympathique, même si Biden, on le voit, n'est pas aussi tonique que l'incroyable Trump qui sort Ça vous fait rêver, on dirait. Non, mais c'est hallucinant. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont donné, mais il faudrait appliquer ce traitement à tous les malades du Covid. En tout cas, là, il n'a pas eu d'hydroxychloroquine. Isabelle Lasserre, c'est votre tour. Ravie de vous accueillir. Je le disais, on va parler de politique internationale avec vous le vendredi désormais. Vous vouliez revenir sur les outrances d'Erdogan, mais plutôt sur le rôle et même la survie de l'OTAN qui est en jeu. Oui, Myriam, rappelez-vous, c'était il y a un an, Emmanuel Macron avait donné une interview à l'hebdomadaire britannique The Economist dans laquelle il avait affirmé que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Il ne visait pas, Emmanuel Macron, uniquement l'attitude méprisante de Donald Trump vis-à-vis d'une organisation qu'il considère obsolète. Il pointait du doigt aussi les dérives de la Turquie, le seul membre musulman de l'Alliance, qui d'ailleurs a gardé avec beaucoup de sérieux son flanc sud-est pendant très longtemps, mais qui, depuis l'arrivée d'Erdogan au pouvoir, multiplie les attaques contre ses alliés. Elle achète du matériel militaire, vous savez, les fameux S-400, un pays, la Russie, qui veut la mort de l'OTAN. Au nord-est de la Turquie, elle attaque les Kurdes du PYD, qui étaient des alliés de la coalition anti-Daesh menée par les États-Unis. Et vis-à-vis des alliés européens,
elle exerce un chantage migratoire permanent, menaçant d'ouvrir les vannes et de déverser sur les routes des centaines de milliers de réfugiés. Alors à l'époque, on se souvient très bien, les propos d'Emmanuel Macron avaient été très très mal reçus. Oui, parce que... Pourquoi d'ailleurs? Parce que la Turquie, comme les États-Unis d'ailleurs, est un sujet absolument tabou à l'OTAN. Au sein de l'Alliance, il y a une règle tacite, on ne critique jamais les alliés. D'ailleurs, quand une frégate française, au mois de juillet dernier, a été prise à partie par un bateau turc dans la Méditerranée orientale, les alliés se sont efforcés de d'étouffer l'affaire. De la discipline. Ils ont repris très très vite leur politique de l'autruche et ils ont à nouveau mis la tête dans le sable d'un seul coup. Pourtant, sur le fond, Emmanuel Macron avait raison, même si la forme peut être mise en cause. Mais sur tous les fronts, le président turc multiplie les attaques contre ses alliés. Il viole les espaces maritimes de la Grèce et de Chypre. Il intervient militairement en Libye, où il est en train d'essayer de s'attribuer le contrôle d'une deuxième route migratoire. Enfin, il dépasse les bornes avec Emmanuel Macron, qu'il couvre d'insultes. Il appelle le monde arabo-musulman à boycotter les produits français. Il alimente le climat de... Tout ça accrédite complètement l'idée qu'il y a un problème, Erdogan, dans l'OTAN. Il y a François Hollande, cette semaine d'ailleurs, qui a remis en cause la présence de la Turquie dans l'OTAN. Il a remis en cause la présence de la Turquie dans l'OTAN à France Inter. Le problème, c'est que les statuts de l'OTAN ne prévoient pas de mesures qui puissent soit sanctionner, soit exclure un membre de l'OTAN. Par contre, aujourd'hui, il est sûr qu'on peut légitimement se poser une question, c'est avec le fragilisé par le retrait américain, miné par l'attitude de la Turquie, est-ce que l'Alliance Atlantique peut survivre si jamais Trump est réélu? Vaste question. On n'a pas beaucoup de temps, vous pouvez réagir très rapidement. Vous nous avez parlé d'Erdogan déjà. Je pense que la France a un allié dans l'OTAN, c'est la Grèce. Et que la France doit soutenir tous les ennemis de la Turquie, à savoir d'abord et en premier lieu les Arméniens du Haut-Karabakh à qui nous devrions livrer des armes. Oula, carrément. On devrait donc sortir de notre position neutre. Il faut que la France intervienne. Parce que c'est un génocide qui menace. C'est dit, on va suivre de près ce sujet, mais pour l'instant, la France n'est pas majoritaire pour bousculer Erdogan de l'OTAN. On termine avec vous. Allez, on va se détendre un petit peu. Avec qui avez-vous pris un verre cette semaine? Avec Hervé Berville. Alors Hervé Berville, c'est un député En Marche des Côtes-d'Armor. Il a 30 ans, il fait partie de la jeune garde de cette mandature. Il est ce qu'on appelle un breton pur beurre. Mais c'est un breton d'adoption, car il est né au Rwanda. C'est un orphelin Tutsi qui a été adopté par une famille de plus d'une eau. J'espère que je prononce bien. Alors évidemment, on a parlé fest-noz et puis surtout, on a parlé crêpes, car jadis, il en mangeait très souvent en famille. Regardons. Les crêpes, ou en tout cas les samedis après-midi, crêpes, c'est des très bons souvenirs. Ma grand-mère faisait aussi des excellentes crêpes avec la particularité qu'elle avait une poêle qui faisait comme des petites alvéoles en fait sur les crêpes, et c'était un peu sa signature. C'était la seule qui avait ce type de petites alvéoles sur la crêpe. Les Bretons sauront de quoi je parle. Alors, pendant son enfance en Bretagne, Hervé Berville, il a aussi appris à jouer d'un instrument. Lequel, à votre avis? Pas du biniou, pas de l'harpe celtique, pas de la bombarde. En fait, pas du tout l'instrument auquel vous pensez. J'ai fait de l'accordéon. Et vous jouiez quoi? Du breton? Non, de très classique, ouais, voilà. Yvette Horner, etc. Oui. C'est ça? C'est vrai, parce que ça me fait rigoler quand vous le dites, parce que c'est vrai, là j'ai les partitions qui me viennent en tête. Giscard jouait de l'accordéon. C'est vrai, il jouait de l'accordéon, et on a joué très tard. Vous êtes dans une famille bretonne, vous apprenez l'accordéon, instrument français par excellence, et puis vous devenez député à l'Assemblée nationale. C'est joli. Je sais pas si c'est joli, mais c'est une histoire parmi des milliers d'autres histoires françaises. Le fait d'avoir les deux mains qui jouent des choses différentes. Et puis en même temps, il y a le soufflet. C'est un peu comme être député. C'est le local, le national, l'international, tout est lié en fait. Et si vous ratez un des trois, la musique n'est plus très belle. Alors, vous le voyez, Hervé Berville, il a une silhouette de basketteur, mais en fait, c'est au foot qu'il joue. Car il est milieu offensif dans l'équipe de l'Assemblée, qui est composée uniquement de députés. Toutes les franges de l'Assemblée sont représentées. On joue avec Éric Coquerel, avec Adrien Taquet qui est maintenant ministre. Donc ça permet
1 à 2 fois par an de se retrouver, d'avoir un moment bords politiques confondus. Exactement, c'est une équipe vraiment parlementaire. Mais ça veut dire qu'on peut avoir des... On peut avoir François Ruffin qui est à droite. Et c'est exactement ça. Il est milieu droit. Ça, donc, c'est drôle. Voilà. Ça, c'est drôle. Il y a des mauvais esprits ou pas? Non, franchement, pas du tout. Non, alors franchement, il n'y a aucun mauvais esprit. Mais pour la première fois depuis la création de cette équipe parlementaire, l'équipe a réussi à mettre plus de un but. Donc on a mis 2 buts à notre tout premier match, qui n'était jamais arrivé. On a envahi le terrain pour manifester notre joie. Et d'ailleurs, LCP devrait prendre l'engagement de retransmettre ces matchs On va en parler. de prestige. Donc, Myriam, je compte sur vous pour en parler à la direction de LCP. Je passerai le message. Je ne suis pas sûre d'être entendue. Merci beaucoup, Camille. On découvre les députés autrement. Les Français les découvrent encore, ces députés En Marche, qui sont plus de 280 maintenant. Vous ne les connaissez pas tous, j'imagine. Enfin, lui, je le connaissais parce qu'il est d'origine Tutsi, mais non, on ne les connaît pas. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt pour les hommes politiques. C'est terrible, c'est un métier affreux. Tout le monde est critique et personne ne se passionne pour leurs réalisations qui sont énormes. Le niveau a diminué, vous diriez ? Non, le niveau n'a pas diminué. L'hostilité de la population vis-à-vis de ses représentants a la défiance qui a augmenté. C'est très dommage. Merci à tous, les amis. À très vite, Isabelle. François, vous restez. On vous retrouve dès mardi prochain parce qu'on va. J'ai obligé de rester. Non, mais vous allez bosser. Non, mais c'est le week-end. Mais on compte sur vous. Merci à tous. Profitez bien de ce week-end et à mardi.